Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 mars 2022. Émission exceptionnelle le mercredi puisque j'étais en déplacement en conférence à Cage Business School hier à Bordeaux. Petite information, petit rappel, il n'y aura pas d'émission dans les 2 semaines à venir puisque je pars samedi en vacances pendant 15 jours, donc pause de 2 semaines pour l'émission Les marchés en action. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, mais je voulais quand même vous dire quelque chose sur le fait qu'on soit le 30 mars. Vous voyez que depuis 3 semaines, les marchés remontent très fort, dans le but de finir le trimestre comme il se doit, et demain nous serons jeudi 31. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe d'ici la fin de la semaine, peut-être un combat acharné pour soit faire une mèche haute, soit clôturer au plus haut. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas de conseils en investissement. Vos rendez-vous sur Zone Bourse, tous les matins, le morning meeting avec Anthony Bondin, tous les jours, Planète Bourse, que vous trouvez sur le site et sur la chaîne YouTube, et comme toutes les semaines, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les dernières grandes nouvelles, un top flop macroéconomique, aujourd'hui 22 graphiques pour vous expliquer ce qu'il se passe sur la planète finance macro, et puis les analyses graphiques, indices, matières premières, bitcoin, ainsi que quelques actions avant de vous laisser pendant 2-3 semaines. Alors, le focus marché, le sentiment de marché, c'est l'envie d'avoir envie. C'est un mélange de TINA, de FOMO. Alors, qu'est-ce que TINA? C'est There is no alternative. Ça veut dire que les actions ont le rendement le plus élevé. Et c'est pour ça que, quoi qu'il se passe, eh bien, on a des afflux, des flux qui vont vers le marché action. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est le fait que les opérateurs ont peur de manquer le mouvement. Depuis 3 semaines, on est dans un retournement de marché. On a fait un V-bottom, ça repart à pleine vitesse et on a donc des opérateurs qui courent après le papier, anticipant bien évidemment la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'espérant en tous les cas, et parce qu'on a des beaux rebonds un peu partout sur le marché. Le cadre, c'est de savoir si on est dans un rebond technique ou une reprise. Ayant égaré ma boule de cristal, je n'en ai absolument aucune idée. Je vous montrerai graphiquement sur le CAC 40 ce que j'entrevois. Bien évidemment, comme je vous le disais la semaine dernière, à tout moment, si on a des rumeurs ou un cessez-le-feu, on peut gagner 2-3% très rapidement. Quid de la suite, c'est-à-dire une fois la nouvelle sortie, eh bien, est-ce qu'il faudra continuer d'acheter ou est-ce qu'il faudra vendre la nouvelle? Le Bitcoin est sous la MM200 jours, le CAC est sous la MM200 jours, le Nasdaq travaille sa MM200 jours. Nous sommes donc à la croisée des chemins de long terme et ne sachant pas ce qu'il va se passer, j'escompte bien attendre de voir et ça tombe bien puisque je pars en vacances. L'inflation allemande ressort à près de 7%, l'inflation espagnole 10%, l'inflation galopante avec la hausse des matières premières, métaux, pétrole, matières premières agricoles, le gaz aussi, puisque là l'Allemagne a coupé le robinet du gaz entre son pays et la Russie, l'inflation allemande qui a été revue à la hausse et la croissance allemande qui est donc revue à la baisse, tout comme la croissance en Europe, le rappelait Christine Lagarde ce matin. Les discussions entre l'Ukraine et la Russie continuent de faire de la pluie et le beau temps. Hier, on apprend qu'il y a des pourparlers et des avancées en Turquie. Et puis aujourd'hui, les Russes nous disent que ça n'a pas engendré grand-chose, qu'il n'y a aucun signe de percée dans les négociations entre Moscou et Kiev, après plus d'1 mois de conflit. Donc un coup en haut, un coup en bas. On voit quand même que depuis 3 semaines, le marché anticipe, espère la fin du conflit, des avancées, et ces avancées au fur et à mesure se précisent, même si on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, il y a quand même du mieux. Apparemment, certaines troupes russes se seraient retirées de certains endroits stratégiques. Voilà, on attend toujours de savoir à quelle sauce on va être mangé, et on fait très attention avec les déclarations, puisque voilà, ça change tout le temps.
Petit rappel de l'adage, acheter au son du canon, vendre au son du clairon. Donc ça, c'était le principe d'acheter pendant la baisse, d'acheter l'invasion, d'acheter la peur. En bourse, buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'avidité. Acheter au son du canon, vendre au son du clairon, c'est typique quand il y a bien des conflits. Acheter au son du canon, c'est acheter dans la baisse. Et vendre au son du clairon, mais c'est vendre une fois que le marché a anticipé la fin du combat et que la fin du combat se concrétise. Donc pour ceux qui font du moyen long terme et qui n'auraient pas bougé depuis un mois et demi, il n'y a pas grand-chose à dire et à faire. Mais pour ceux qui auraient complété leur position dans la chute, il ne faut pas oublier de remonter les stops de protection et ou prendre des bénéfices après une hausse de 18,7% du CAC 40 en l'espace de 3 semaines seulement. Le pétrole WTI se maintient malheureusement au-dessus des 100 $, ce qui n'est pas un bon présage pour le consommateur et l'inflation. Les métaux précieux ont retracé leur hausse récente puisque ça s'est calmé sur la géopolitique, mais on note bien que l'or est toujours recherché au-dessus des 1900 $. Alors s'il y a un cessez-le-feu qui est signé demain, peut-être qu'on cassera ce seuil, mais sinon, pour l'instant, il tient bon. Et si la situation au contraire devait empirer, on pourrait rebondir dessus et repartir vers les plus hauts. Espérons que ce ne soit pas le cas, mais on s'y prépare comme d'habitude. Le Bitcoin était intégré dans un range latéralisé depuis des semaines, il en est sorti par le haut. Et il se heurte désormais à la moyenne mobile à 200 jours, comme je vous le disais il y a quelques minutes. CAC, Nasdaq 100, Bitcoin, voilà, tous les actifs sont montés d'un cran pendant 2 semaines, se sont mis en latéralisation la semaine dernière, sont sortis par le haut en ce début de semaine, espérant donc ce fameux cessez-le-feu. Bitcoin, CAC, Nasdaq, tout va de pair, hein, ce sont les actifs risqués quand les opérateurs ont envie de voir le verre à moitié plein et de se dire que la guerre va être finie, eh bien ils achètent ces différents actifs. Simplement, pour finir, comme je le disais ce matin en interview avec Grégoire Favet sur Bismart, le CAC 40 à 6700-6800 points cette semaine, ce n'est pas du tout le même CAC 40 qu'il y a un mois, ou du moins, il n'évolue pas dans le même environnement. On a un environnement désormais avec un pétrole très cher, des matières premières agricoles très chères, des métaux qui ont également bien évolué à la hausse. On a des tensions géopolitiques, on a un début de bipolarisation mondiale, donc on a un peu plus de nuages quand même au-dessus de la tête qu'il y a un mois quand on était à peu près dans la même zone de prix. On passe au top flop, j'ai pas mal de graphiques. Alors ici à gauche, c'est un graphique vous montrant la hausse du marché action depuis 100 ans. On voit que les périodes bleues qui correspondent à des récessions sont des périodes de baisse. Et comme le disait Tommy Douziec, membre de l'équipe de Zone Bourse, ça tombe bien qu'il y ait des récessions et des baisses de temps en temps, ça me permet de renforcer mes positions de long terme. C'est une façon plutôt positive de voir les choses et c'est vrai qu'il est mentalement beaucoup plus simple d'être un investisseur long terme et de se dire que les baisses sont de bonnes choses pour acheter que d'être en swing et de toujours essayer de capter les mouvements haussiers et baissiers et de faire du market timing en permanence, ce qui n'est pas facile bien évidemment quand c'est la géopolitique qui domine. À droite, vous avez un graphique du 10 ans américain, donc les taux qui baissent graduellement depuis 40 ans et qui là commencent à se retourner après avoir été pratiquement négatifs ces dernières années. Alors les taux de la Fed ont été à zéro et il y a des taux qui étaient négatifs en Europe. Le 10 ans américain, lui, je crois qu'au plus bas, il est tombé à 1,4. On est autour de 2,5. La question se pose, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir d'un canal baissier de très long terme? Est-ce que les taux vont pas s'envoler? On verra bien. Moi, je pense que voilà, on peut aussi très bien avoir une latéralisation. Ici, on a une zone haute autour de 3% qui a été atteinte ces 10 dernières années. Et je pense que si on doit changer de rythme, ce n'est pas pour passer de baissier à haussier, mais pour passer de baissier à neutre, tout simplement. Beaucoup d'analystes américains, notamment, comparent ce qu'il se passe actuellement avec des périodes un peu plus rouges, comme en l'an 2000 ou en 2008, lors de précédentes crises, et laissent entendre que la hausse en cours est un bear market rally, c'est-à-dire un rallye haussier avant une rechute, une sorte de dead cat bounce, le rebond du chat mort, on appelle ça.
un rebond technique avant d'aller plus bas. Je vous le montre tout simplement, voilà, parce que ça vient alimenter les bibliothèques des baissiers. Me concernant, j'essaye en fait d'avoir plein de haussiers, plein de baissiers dans mon flux Twitter et dans mes lectures. Comme ça, je prends des éléments chez les deux. Parfois je suis baissier, parfois je suis haussier, et ces graphiques viennent nous nourrir, mais il faut jamais en suivre un en se disant ça c'est le bon plan, quoi. À droite, vous voyez un graphique, lui, qui pourrait être utilisé par un acheteur haussier, qui montre en fait les différentes crises, les différents problèmes comme le shutdown du gouvernement américain, le Covid, etc. Et de montrer qu'en fait le marché est extrêmement résilient à long terme et qu'il finit au final toujours par repartir par la suite. À gauche, ici, un graphique de technicien pour montrer que le S&P 500 est en train de faire un rebond très fort et qu'il a l'habitude de faire ça. Chute, rebond fort, il se cherche puis il repart. Chute, rebond fort, il se cherche puis il repart. On vient de faire le rebond, on pourrait se chercher, est-ce qu'on va repartir par la suite ou pas? Ce que là l'intervenant met en avant, c'est qu'avant, eh bien, les taux, c'était pas du tout la même chose. Ici, on a des taux à 2 ans qui explosent à la hausse, alors qu'avant, ils étaient plutôt orientés à la baisse. Et ça vient quand même un petit peu changer la donne. À droite, c'est le graphique Buy the Invasion. Alors, c'est une façon de parler. C'est un graphique qui montre les différentes invasions de ces 50-60 dernières années. Vietnam, guerre du Golfe, Afghanistan, Irak, Crimée. Pour montrer que, généralement, l'invasion engendre un trou d'air, mais que post-trou d'air, eh bien, les marchés ont tendance à repartir. C'est en partie un des graphiques qui m'avait fait investir pendant la chute et pendant la guerre en Ukraine qui a toujours lieu, mais pendant le paroxysme de la guerre, c'est-à-dire fin février, profiter de cela pour acheter des bons dossiers et jouer un rebond qui a désormais, à mon sens, eu lieu. Petit cocktail négatif aux États-Unis, on a les taux qui montent, on a les salaires qui sont inférieurs en hausse à l'inflation, donc on va avoir une baisse du pouvoir d'achat. À droite, on voit que le sentiment du consommateur américain est négatif. Or, aux États-Unis, eh bien, les dépenses des consommateurs ont une part très importante dans le PIB américain. Donc voilà, ça c'est un bémol sur la période actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? On a eu un très fort rebond sur les actions de croissance aux États-Unis et notamment à gauche, vous voyez en fait les performances à la hausse ou à la baisse du fonds ARKK, le fameux fonds de Cathie Woods sur les valeurs de croissance et dont certaines ne sont pas rentables. Fonds qui a là enregistré sa plus forte hausse historique. Ça devait être il y a 2 semaines dans le trou d'air. Et puis à droite, un graphique du Nasdaq avec ici un analyste américain qui met en avant que le momentum niveau volume est très faible et qu'on monte dans de très faibles volumes. Après, comme je vous les ai déjà expliqué, les marchés baissent dans des volumes forts et remontent dans des volumes toujours plus faibles. Les soutiens du marché action qui font qu'on remonte petit à petit, c'est les buybacks ici à gauche, donc les rachats d'actions par les entreprises qui sont sur des plus hauts historiques, et puis la Fed qui continue d'injecter petit à petit, elle n'a pas arrêté pour le moment. Autre graphique qui montre les buybacks, donc vous voyez ici 2021 c'était un record, 2022 on attend encore un record. C'est un peu tristoun parce qu'en fait c'est une manipulation de prix, c'est un soutien historique donné au marché action. Et je dis que c'est un peu tristoun parce qu'en fait les entreprises américaines, plutôt que d'utiliser leur cash pour faire de la recherche et de développement ou bien pour acheter leurs concurrents, eh bien rachètent leurs propres actions pour soutenir artificiellement leur cours. Bon, on a vu plus sain comme fonctionnement de marché. D'ailleurs ici à droite, vous voyez que ça, c'est la hausse qui a été créée depuis le Covid, ici. Et en fait, dans la hausse depuis 2020, l'un des catalyseurs les plus forts, c'est pas l'expansion des multiples, les bénéfices qui montent ou les dividendes, c'est les buybacks. Et c'est bien parce que les entreprises sont là que les marchés tiennent. Il y a eu des flux sortants en Europe, et on est en train de remonter, et on est en train de retracer toute la baisse de l'Ukraine. Malgré tout, je pense que certains gérants ne reviendront pas d'ici demain. Voilà. On est revenu à la hausse avec des rachats de short et des positions spéculatives acheteuses de court terme.
mais je pense que l'Europe va continuer d'évoluer autour d'une certaine neutralité dans un range et que les gens vont parvenir du jour au lendemain à fond sur l'Europe avec ce qui s'est passé avec l'Ukraine. À droite, ce sont les PER des actions américaines, globales et Europe. On voit que l'Europe est moins chère, on voit que les PER ont baissé avec cette période de baisse des marchés, mais qu'on est encore quand même à des niveaux relativement élevés. Ici à gauche, ce sont les comparaisons plus haut, plus bas sur la séance. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? C'est que malgré le rebond de ces dernières semaines, on continue d'avoir un nombre d'actions qui font des plus bas relativement importants. Ça veut dire que en backstage, il y a un pan du marché américain qui continue de souffrir et un autre qui est dans un rebond technique puissant. Ici à droite, c'est le ratio entre le S&P 500 et le CRB Index. Le CRB Index, c'est l'indice des matières premières. Et on voit bien quand même qu'on a cassé un méga cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir compter sur les matières premières dans le monde de demain et que les actions surperformeront peut-être moins cette classe d'actifs. À gauche, ici, c'est l'inversion de la courbe des taux. Beaucoup de gens en parlent, l'inversion de la courbe des taux qui, 99% du temps, précède une période de récession, sauf qu'on ne sait pas si cette récession arrive dans les 6, 12 ou 18 prochains mois. Donc c'est bien gentil ce genre d'indicateur très long terme, mais ça ne va pas nous aider à faire grand-chose. À droite, les flux dans les cryptos, les plus forts depuis le début de l'année. On a eu en fait des volumes très forts entrant sur les actions US, les actions de croissance, le fonds RK, les cryptos, en gros toute la partie spéculative de la cote. Et on l'a bien vu même avec la partie hyper spéculative, puisqu'on a GME et GameStop, les mêmes stocks, qui sont repartis à la hausse alors que ce sont des boîtes qui valent peanuts. On termine avec Jean-Michel DCA, graphique de gauche, graphique qui vous montre qu'en fait il faut viser faire du long terme, que quand on fait du DCA, il y a des périodes effectivement baissières et que même si vous commencez au point haut de n'importe quelle crise, en fait le marché va baisser pendant 1, 2, 3 ans et puis étant donné que vous êtes en DCA et que vous avez accumulé dans toute la baisse, dès les premiers signes de reprise, dès qu'on va retracer 30 à 40% de la chute, vous allez passer rapidement positif. Avec le fait qu'en DCA, le dollar cost average, c'est-à-dire les achats mensuels programmés, eh bien vous achetez, puis hop, dès que ça repart, vous passez vert. Donc en fait, même si on commence un DCA dans un haut cycle de bourse, eh bien c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, un graphique à droite ici de l'indice des biotech réalisé par Sacha Pouget avec toutes les biotech coronavirus. À chaque fois qu'il y a eu des vagues de coronavirus, des fermetures, etc., on voit bien les différentes vagues haussières de ce benchmark, de cet indice KB20, donc il y a 20 sociétés dedans. Je ne cherche pas, moi, à les acheter actuellement. Je ne sais pas s'il y aura de nouvelles vagues. J'espère simplement qu'après une période de baisse comme on vient d'en avoir une là, il y aura un rebond et que ça permettra à ceux qui sont bloqués de sortir. Parce que beaucoup des biotech spécialisées dans le Covid sont désormais baissières et moches. Il y aura peut-être des rebonds techniques, il y aura peut-être une nouvelle vague et donc une reprise, mais normalement, en théorie, vous auriez déjà dû sortir depuis un bail. Voilà la fin de cette première partie d'émission. On va passer à l'analyse graphique. Alors, le constat, voilà, il est relativement simple pour moi. Avant la guerre, on était ici, là c'est le DAX. On s'est fait une frayeur avec la guerre jusqu'en bas, le risque nucléaire. Et puis plus les discussions avancent, plus on revient vers le point de départ de la guerre. Et s'il y a un cessez-le-feu, on peut faire une pointe haussière, dépasser cette zone de résistance et aller faire un petit tour au-dessus. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ce cessez-le-feu, une fois qu'il sera sorti, sachant qu'il a déjà été anticipé et joué à 3-4 reprises, est-ce qu'il ne sera pas tout simplement vendu? De fait, j'ai l'impression qu'on a un potentiel haussier relativement réduit. C'est pour ça que sur les big caps, les grosses capitalisations,
Je vous montrerai quelques configs, mais pour moi, voilà, on arrive sur des résistances majeures après des rebonds indiciels très puissants, et il faut savoir prendre des gains ou remonter ses stops si on a fait du court terme, si on a accumulé pendant la chute, faut pas être gourmand, et il faut savoir encaisser un bout. Ça, c'est pour le DAX, pour vous montrer la propreté de la zone. On a la même chose sur le CAC, mais avec la MM200. Alors d'abord, je vais vous expliquer les différents éléments qui sont sur mon graphique. Ici, en noir, c'est tout simplement une petite calculette pour vous montrer qu'on a gagné 18,7%, soit pratiquement 1100 points en l'espace de 3 semaines. Donc c'était pas si con d'acheter l'invasion, de buy the dip et puis de jouer la hausse. Juste à titre d'exemple, hein, je vous donne moi ce que je vois et ce que je fais, mais je ne suis pas un exemple à suivre, c'est ma façon de voir et de faire. Comme je vous l'avais dit, j'avais investi à 100% mon portefeuille dans la chute. Quand on est monté ici le mercredi 16 mars, qu'on a fait une poussée haussière, que j'ai trouvé ça un peu euphorique, j'ai allégé mon portefeuille, j'ai continué d'alléger par la suite et de me retrouver plus qu'à 60%. Et hier, quand on gagne encore plus 3% et qu'on va chercher MM200, j'allège encore mon portefeuille et je suis plus investi qu'à 40%. Alors l'autre raison qui fait que j'allège autant et que je suis à l'aise avec le fait d'avoir du cash, c'est que je pars en vacances samedi pendant 2 semaines et que si je touche à mon téléphone, je vais le sentir passer. Oui, parce que madame veille. Voilà, j'ai décidé pour ma tranquillité d'esprit, après avoir joué la hausse puis être sorti au fur et à mesure de la hausse, eh bien, de couper des lignes, de couvrir un peu mon portefeuille. J'ai vendu hier du CAC 40 à 6775 points. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai bien conscience qu'à tout moment, s'il y a un cessez-le-feu, boum, on peut mettre 3-4% de hausse. Et on peut monter jusqu'à cette oblique que je vous montre ici à 6870, voire pourquoi pas jusqu'au seuil des 7000. Rien n'est impossible. Le marché se disant c'est bon, c'est la fin de la guerre, tout est résolu. Simplement, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, qu'il y ait un cessez-le-feu court ou pas, maintenant ce qu'il va falloir gérer, c'est l'après. C'est l'après-guerre, c'est un pétrole élevé, des matières premières agricoles qui ont explosé, c'est l'Allemagne qui n'a plus de gaz venant de Russie, c'est une inflation très élevée, un ralentissement économique, etc. Donc voilà, pour moi, on a déjà fait un bon bout de chemin et même si on peut aller plus haut, il convient d'être prudent. Prudent, ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à remonter les stocks de protection sur les achats qu'on a fait ces dernières semaines pour se prémunir d'une retombée des cours. Ici, vous avez un cadre, en fait, qui était en grosso modo entre 6004 et 7004, parce que, en fait, pour moi, 2022 allait être un range, c'est-à-dire une latéralisation des prix. Après la hausse de 2020 post-Covid, puis la hausse de 2021 post-vaccin, j'entrevoyais une année erratique, comme je vous l'avais dit. Alors bien évidemment, je n'avais absolument pas prévu la guerre. Et c'est pour ça que pour moi, ce range peut-être doit être déplacé, en quelque sorte, de quelques pourcents, et que je vois plus facilement un range entre 6000 et 7000 qu'entre avant 6004 et 7004. Voilà. Donc plus on va grimper fort et vite vers ces différentes résistances, ou bien s'arrêter là, plus je vais être méfiant, liquide et attentiste. Voilà. Parce que comme je vous le disais en première partie d'émission, il va falloir dealer avec pas mal d'autres choses que la guerre en Ukraine. Il y a tout ce qu'elle a engendré également. Ensuite, on peut regarder le pétrole. Le pétrole, il est toujours en tendance haussière, mais voilà, on a fait l'excès à 130, on est revenu à 95, on stabilise. Dès qu'il y a des news selon lesquelles c'est la fin de la guerre, il baisse de 10 $. Dès que les Russes disent qu'il n'y a pas d'avancée, on reprend 5 ou 7 $. On voit que la hausse fatigue, mais ça reste pour le moment haussier et en fait, on voit ici donc MM50 en support, ici MM50 en support, donc on va toujours rester haussier tant qu'on est au-dessus des MM50 et passer neutre, voire baissier court terme sous MM50. L'or, le voici, l'or c'est une assurance. On se dit que s'il y a cessé le feu, on pourrait passer sous les 1900, 1895 et peut-être revenir vers la MM200 et les 1820. Et puis si la situation empire, on ne l'espère pas, l'or peut spiker, repartir vers les 2000 $, évidemment.
De toute façon, qu'il y ait cessé le feu ou pas, voilà, pour moi, l'or latéralise et continuera d'être recherché et continue d'être dans une grande tendance de long terme haussière. Donc, s'il y a un cessez-le-feu et que l'or perd 50 $, ce sera le bon moyen d'en acheter moins cher. Et puis enfin, le BTC, le voici. Donc le BTC, il est sorti de son range, c'est très beau. On peut faire un pullback dessus, pourquoi pas. S'il y a de l'appétit pour le risque, un cessez-le-feu, que tout explose à la hausse et qu'il arrive à passer les 48 400 $, il ira chercher 50 000 et plus. Si d'un coup, il y a de l'aversion au risque sur indice, Nasdaq, 440, etc., bon, bah, on pourrait retracer un petit peu plus. En tous les cas, on est à la croisée des chemins sur pas mal d'actifs risqués. Du coup, on va regarder quelques grosses capitalisations où on constate la même chose, si vous voulez. Ça me permet, moi, de vous montrer un petit peu l'esprit de cette réflexion que je vous livre dans cette émission. Faut pas oublier quand même qu'il y a des jouets qui ont été cassés. Un jouet cassé, c'est une configuration qui était précédemment très fortement haussière et qui l'est moins désormais. Vous voyez ici, BNP Paribas était haussière en trend following au-dessus de sa MM200, elle l'a cassé. Et ces dernières semaines, elle est revenue chercher cette zone de MM200. Et l'action, on peut le dire, désormais est au mieux neutre. Vous voyez? Donc oui, on peut aller chercher MM200 sur un cessez-le-feu, mais voilà, on a déjà fait un rebond de 20%, il reste peut-être quelques pourcents de plus si cessez-le-feu, mais ensuite on se retrouve de nouveau très rapidement sous des résistances, obliques, gap, MM200, et donc voilà. Moi, garder l'ensemble de mes positions acheteuses en me disant oui, il y aura un dernier coup de collier avec le cessez-le-feu, c'est déjà avoir une confiance aveugle dans le fait qu'il y aura un cessez-le-feu et ça, j'y arrive pas. Et puis le fait que on a déjà fait une bonne partie du rebond et que j'ai pas envie de me mettre en risque sur la plupart de mes positions juste pour aller chercher quelques pourcents supplémentaires. Après, je parle des court-termistes, des gens qui ont acheté pendant le creux. Je parle pas des moyens long-termistes qui n'ont pas touché à leur position, qui font du DCA, etc. Ne confondons pas tout. Air Liquide, c'est très beau. Tous ceux qui ont renforcé pendant la crise sont très contents. Elle est en train de buter un petit peu sous son plus haut historique. Voilà, on ne serait pas contre un repli. Je ne dis pas qu'elle va le faire. Si un cessez-le-feu, elle peut très bien aller chercher les 167. Mais on espérerait aussi que elle continue de faire certains replis dans les semaines, les mois qui viennent pour pouvoir continuer d'en accumuler. Total Energy, elle ralentit un petit peu, voilà, elle latéralise, on l'avait regardé je crois ces dernières semaines. On a une sorte de range ici, on est toujours au-dessus des mêmes 200. Après on se dit voilà que s'il y a résolution du conflit et que le pétrole chute, que ça peut rapidement revenir sur les 43 € et la moyenne mobile à 200 périodes. Si on casse la moyenne mobile à 200, il faudra faire attention. Ensuite je vais vous montrer quelques small caps, quelques biotech, quelques petites valeurs en trend following. Parce qu'en fait, c'est bien gentil, la macroéconomie, la géopolitique, le fait de traîner des grosses capitalisations qui sont corrélées aux indices boursiers, de se triturer le cerveau. Mais sinon, il y a autre chose qu'on appelle le trend following. C'est-à-dire qu'on achète les actions les plus fortes qui continuent de monter et qui n'en ont rien à faire de la guerre. Ou bien qui ont montré des signes très puissants pendant la guerre, c'est-à-dire qui ont parfois baissé fort mais qui sont remontés très vite, parfois qui ont baissé très faiblement et qui ont cassé leur plus haut une semaine après le début du conflit. C'est des actions qui font des belles choses. Alors, on commence avec Biocorp. Biocorp, je vous ai publié le graphique hebdomadaire à plusieurs reprises en début d'année, en vous disant voilà, on avait un range gigantesque, puis un autre depuis 2 ans. Je pense qu'en 2002, cette action va sortir par le haut. Alors c'est pas simple, parce qu'elle est sortie par le haut à 35 €, elle est revenue à 25 pendant la crise ukrainienne, et puis elle est repartie à pleine balle. Mais ce qui est intéressant là-dessus, déjà, si on joue un breakout sur une small cap, ça 34 ici, et que ça passe pas, que ça réintègre, on sort. Mais de 2, ce qui est très intéressant pour ceux qui font le tour d'actions small caps qu'ils ont mis dans une liste,
c'est que pendant l'Ukraine, quand on voit qu'elle vient ici faire une mèche sous MM200, qu'elle la recapte et qu'elle repart, bah c'est de se dire, ça y est, on a eu un creux intéressant, il y a peut-être moyen de prendre le train en route. Parce que l'investisseur de moyen long terme, toujours à la recherche de configuration haussière, lui, il est toujours positif et il voit les trous d'air comme des moyens d'acheter des dossiers avant qu'ils montent. Il sait où il va. D'autres exemples, Lexibook, voilà. On a baissé, on s'est fait une frayeur sous MM200, oui, c'était la guerre en Ukraine, puis très rapidement on a réintégré et le titre se porte bien et on peut se dire que c'est un titre qui fait des hausses et des consolidations, hausse, consolidation, et que à terme, tant qu'on reste au-dessus des MM200, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 4 euros, eh bien c'est un dossier qui est en trend following et qui est intéressant à mettre à profit. On peut aller aussi sur des fusées si on est chaud. Là, la théorie de la catapulte avec ce magnifique repli de Katana sur MM200 et ensuite ça part à pleine balle tous les jours, c'est hallucinant. Bah là, c'est la caractéristique d'un dossier de qualité qui a fait un trou d'air assez important et où derrière les opérateurs en profitent pour acheter à fond étant donné les résultats de ces derniers trimestres. Bien évidemment, maintenant qu'on n'arrête pas de casser des résistances, je pense que voilà, faut penser aussi à remonter les stocks de protection au fur et à mesure du mouvement pour se prémunir à un moment d'une pause. Mais pour le moment, voilà, tant que ça va, on se laisse porter. Autre exemple avec Serge Ferrari, c'est quoi? Non, c'est Sefer, je crois. Voilà, Serge Ferrari. Les petits ronds, ce sont les cassures de plus haut annuel ou les pullbacks. Cassure de plus haut annuel, pullback, 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 cassure de plus haut annuel. Et ainsi de suite. Et tant que ça fonctionne, on achète et on joue la hausse et on sourit. Et le jour où ça s'arrêtera, on arrêtera. Autre exemple, Imagotag, SES Imagotag, nouveau plus haut historique, on va vérifier. Nouveau plus haut historique. Aujourd'hui, voilà, une action qui n'a cure de la guerre en Ukraine, qui faisait ça pendant la guerre et qui, quand la guerre est finie, fait là. C'est ça qu'on adore. Ça, c'est du trend following. Quand on trade ce genre d'action, la guerre en Ukraine, la macroéconomie, les récessions, la politique américaine, les élections françaises, tout ça, on s'en tamponne. Ensuite, Greenvolt, je suis tombé dessus, on en avait parlé lorsqu'elle avait fait sa GLB. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GLB, vous tapez GLB, les marchés en action Nicolas Chéron, vous trouverez une émission dédiée à cela avec plein d'exemples. La GLB, c'est comment dire, une stratégie que j'adore. Donc l'histoire, c'est qu'une action se cote en bourse et fait un plus haut, puis elle reste sous ce plus haut, puis elle le casse. La cassure du plus haut de l'introduction et de l'inscription d'un nouveau record historique, parfois se fait au bout de 15 jours, comme ici, parfois se fait au bout de 10 ans, comme sur Valneva. La GLB est un support majeur. Et vous voyez ici une small cap qui est partie fort et vite, post-GLB, qui, avec la baisse de début 2022 et le désamour des small, est revenu tester sa GLB, c'est magnifique, et qui derrière repart à pleine balle, qui, alors que les indices laguent un petit peu, part à pleine vitesse et s'approche et pourrait casser ses plus hauts historiques. Tout ça pour dire, continuez de faire du stock picking, continuez de faire du trend following, quoi que fassent les indices, il y a toujours des pépites qui montent. Ensuite, on va parler de quelques valeurs américaines qui ont rebondi récemment. On m'a posé quelques questions, on m'a demandé de les traiter. Voilà ce que je vois. Twitter était baissière, fait un rebond technique, mais se retrouve sous une zone de résistance majeure. Si on a joué un rebond technique de court terme, il faut savoir prendre des bénéfices. Si on veut faire du moyen terme, il faut que ça passe les résistances. Si on bute, là où on est actuellement, c'est que c'était un simple rebond technique dans une tendance baissière et qu'on peut retourner à la baisse. Donc prudence. Palantir, même chose. Dynamique baissière. On commence à former quelque chose et on revient contre une résistance majeure. Si elle passe en force, ça peut continuer. Sinon,
il faut faire attention. Et si on était dans un trade de court terme, potentiellement remonter ses stops. Virgin Galactic, même chose. Tendance baissière très puissante. Certes, il y avait un rebond de court terme intéressant à mettre à profit, tout comme il l'était sur le Nasdaq, sur le CAC, sur le Bitcoin, etc. Tous les actifs risqués. Maintenant, on arrive dans le dur. Et pareil, si et seulement si ça passe ici, ça peut aller plus haut, mais sinon ça peut retomber. C'est la même réflexion avec le Nasdaq. Je suis passé baissier et vendeur hier sur le Nasdaq parce que le Nasdaq a fait un superbe rebond et se retrouve sur MM200. Je n'ai pas du tout cru au passage en force des MM200 en clôture hier. J'ai trouvé ça totalement poussé et un petit peu euphorique. Et c'est pour ça que je me suis mis en face, parce que je pense qu'on va au minimum combler le gap qu'il a sous les pieds, voire même qu'on pourrait retomber plus bas. Donc si et seulement si le Nasdaq et l'ensemble des indices cassent ces zones de résistance vraiment avec puissance, bon bah il y aura peut-être une seconde salve haussière sur tout ce qui est spéculatif. Mais si ça passe pas, ces valeurs qui sont très spéculatives n'iront pas forcément beaucoup plus haut. Ça c'est Nicolas Corp, lecteur qui m'a demandé de regarder des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, une valeur assez explosive. Et ce que je voulais dire à ce lecteur, c'est qu'elle n'est pas évidente à lire. Pourquoi ? Parce que parfois elle passe MM200, mais elle la passe sur 10%, sur une séance ou deux séances, puis elle réintègre. Même chose ici, avec une énorme verte au-dessus des MM200, puis elle réintègre. Et là, elle est en train de passer. Alors, est-ce que c'est un vrai ou un faux passage ? Bon, j'ai pas de boule de cristal. Espérons pour vous que ce le soit. Et puis, pourquoi ne pas remonter le stop de protection sous MM200 pour se prémunir d'une réintégration sous MM200, justement. Ensuite, je voulais vous montrer les parapétrolières et vous dire de faire un petit peu attention. Il y en a qui surperforment, qui sont un peu plus fortes que d'autres, qui ont fait des breakouts et qui les tiennent. Mais j'aurais tendance à remonter mes stops à court terme ou à moyen terme pour me prémunir d'une retombée. L'Orex c'est pareil, c'est passé. Mais bon, je trouve pas ça non plus super violent comme breakout. Il n'y a pas d'accélération derrière. J'ai plutôt l'impression d'un breakout poussé et que si on a un cessez-le-feu d'ici une semaine, elle va retourner dessous. CGG, n'en parlons pas. C'est la seule des trois qui n'a pas réussi à passer. Donc elle est encore sous résistance, ce qui montre bien que c'est la moins forte. Et puis en quatrième, il y a aussi Esso, qui elle est passée, est au-dessus, est plus forte que les autres, qui est arrivée ici sur un seuil historique à 30 €, et sur laquelle j'invite aussi à penser de remonter les stops dans une optique de court terme ou de moyen terme, en fonction de vos entrées, mais la thématique pétrole, ça fait 4 mois qu'elle est jouée par les opérateurs. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Ensuite, je voulais vous montrer Acacia Pharma, parce que je vous disais en début d'émission, il y a peut-être des biotech qui vont se reprendre, mais je voulais vous dire aussi, les biotech, faites attention. Ici, c'est Acacia Pharma, une biotech belge, et je crois qu'elle vient de se faire racheter par des Anglais. Et c'est la première fois que je vois ça, la boîte n'est pas rachetée 10 ou 20 ou 30% plus haut, elle est rachetée 30% plus bas que le dernier cours. Les actionnaires se font donc totalement lésés. Ce qu'il se passe à peu près ce qu'il se passe, le fait qu'il soit lésé dans 90% des cas sur les biotech françaises. Voilà, sur ce, j'espère que les marchés au moins se tiendront, latéraliseront et vous permettront de faire du stock picking, de continuer de profiter de la hausse sur des dossiers de qualité. Attention aux dossiers spéculatifs qui ont fait des beaux rebonds de court terme qui sont sous des résistances. Attention au potentiel haussier qui désormais se réduit après un rebond de 18% sur le CAC. Sur ce, moi je prends des vacances et je vous dis à dans 3 semaines. Au revoir à tous.